Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour, je suis Soledad Franco, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr, Casting Call. Aujourd'hui, on va parler magie, mentalisme, avec celui que tant de stars voient comme le plus grand magicien de tous. On pourrait utiliser 1000 superlatifs pour décrire le talent et la dextérité de cet homme capable de déchirer devant vous un journal et le reconstituer à l'identique sans que vos yeux ébahis y puissent rien comprendre. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Larsen. Bonjour. Bonjour Larsen. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour vous ? Moi, je suis arrivé à devenir ce que je suis aujourd'hui après 30 ans de carrière, après 30 ans de rencontres, tout au long de mon parcours, que ce soit des inconnus, des connus, des très connus. Voilà. Vous êtes sur scène actuellement à la Gaîté Montparnasse dans un spectacle qui énerve, comme dirait votre ami Jean Dujardin. Et pour l'avoir vu, c'est absolument merveilleux à voir. Déjà vous, vos déplacements, votre gestuelle, vos gestes, votre posture. Et puis c'est très énervant car sidérant. Et la présence de tous vos amis stars. Vous nous avez tous bluffés. Racontez-nous, d'abord, qu'est-ce que c'est que le mentalisme ? Le mentalisme, c'est... Alors moi, je regroupe tout ça dans un seul panier, c'est la magie. C'est-à-dire que les magiciens faisaient des tours de magie et on a toujours appelé ça un magicien, un physicien. À une autre époque, on appelait ça des physiciens, mais depuis que moi je suis né, on a toujours appelé ça un magicien. Alors après, on peut appeler ça un magicien, un prestidigitateur, un illusionniste. Mais pour moi, tous ces mots sont dans un seul panier qui est le mot magicien. Le mentalisme, ça reste une pratique de la magie qui existait déjà bien avant qu'on appelle ça des mentalistes. On faisait tout simplement des tours de magie. Et après, il y a eu une série qui s'appelait The Mentalist qui est arrivée. Et après, il y a eu un magicien canadien qui s'appelait Gary Kurtz. Parce qu'avant, il y avait des magiciens français et autres qui se faisaient déjà appeler des mentalistes, mais on n'y prêtait pas trop attention à cette époque-là. Et puis, il y a eu ce phénomène de mode, et puis il y a eu Gary Kurtz, donc ce magicien canadien qui est venu il y a quelques années sur des émissions de Laurent Boyer, mais il y a très très longtemps. Et puis après, les organisateurs de soirées, parce que bien évidemment, c'est là où on travaille le plus, dans l'événementiel, se sont dit, tiens, on veut des mentalistes. Sauf qu'on faisait déjà ces tours-là, mais sans se faire appeler mentaliste. Et donc, tout le monde, tous les magiciens de France et de Navarre se sont dit, tiens, il y a une niche à prendre, et on s'est tous fait appeler mentaliste, et on a tous travaillé sur des tours qui étaient un peu plus portés sur ce niveau-là, quoi. Quel genre d'enfance vous avez eu ? Vous avez grandi à Paris ? Racontez-nous quel genre d'univers dans lequel vous avez grandi. Non, moi je suis né à Lyon, j'ai vécu une 30aine d'années à La Rochelle. À la suite de ça, j'ai déménagé et je suis venu m'installer en Normandie parce que je ne voulais pas habiter Paris pour des raisons personnelles. Mais je suis quasiment tous les soirs à Paris ou en déplacement à travers la France ou éventuellement à travers l'Europe ou le monde. Mais non, c'est une rencontre il y a 36 ans maintenant. Un hasard. Ah ouais, complètement. J'étais dans une soirée avec mes parents. Il y avait un magicien qui était là pour animer la soirée. Moi, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Je faisais mes études et je jouais beaucoup au tennis. Donc, beaucoup passionné par le tennis depuis tout petit. Et donc, puis, vous étiez voué à une carrière plutôt sportive ? Non, pas forcément une carrière, mais depuis l'âge de 5-6 ans, je jouais au tennis, donc passionné par le tennis. Je jouais tous les week-ends et les mercredis, en dehors de mes cours scolaires, j'allais jouer au tennis. Et puis, suite à cette rencontre dans une soirée... À 16 ans ? À 16 ans. Alors, comme tout gamin à cet âge-là, ou même un peu plus tôt, on a tous eu à Noël une boîte de magie. À l'époque, c'était Majax, Garcimore, c'était les grands noms de la magie de l'époque. Mais à l'époque, justement, les Garcimore, je m'en souviens, c'est mon époque, c'était rigolo. C'était des magiciens, parce qu'il n'y avait pas ce phénomène qu'on a aujourd'hui. Non, mais c'était mystérieux, intriguant. C'était cette génération-là. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les magiciens, c'était
alors c'est pas péjoratif, c'est juste que le monde a évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait, sans prendre l'exemple de Garcimore ou de Majax, c'était la veste à paillettes, le chapeau, la baguette magique, on faisait apparaître des colombes et des lapins. C'était l'image qu'on en avait tous. Après, Garcimore avait son style. C'était quelqu'un de drôle, mais qui ratait, mais qui faisait croire qu'il ratait ses tours, mais qu'il les réussissait à chaque fois. Et puis après, le monde a évolué, et forcément la magie a évolué, parce que les techniques ont évolué, voilà, tout ça a évolué, qui fait qu'aujourd'hui, les personnages, parce qu'on est tous des personnages, ont évolué en même temps, quoi. Alors racontez-nous cette rencontre. Ici, on aime bien les concours de circonstances et les rencontres qui mais cette rencontre, elle est magique, parce que je suis absolument... Alors, donc, comme je vous le disais, j'étais comme tout gamin, on a eu une boîte de magie, mais je m'y intéressais pas plus que ça. Je savais faire 3 tours comme tout le monde. On sait faire à l'époque, et c'était des tours où il fallait compter les cartes, c'était des tours mathématiques et ainsi de suite, ce qui n'est absolument pas le cas d'un magicien professionnel, puisque tout est à base de technique et de manipulation. Donc quand je rencontre cette personne, il me fait 2-3 tours, j'y comprends rien, je suis comme vous, je suis énervé, voilà. Et je lui dis, tiens, j'aimerais bien apprendre un tour. Et ce monsieur était sur 2 passages à La Rochelle. Il faisait une saison d'été, et il me dit, écoute, demain matin, tu viens sur le port de La Rochelle, tu me payes mon petit déjeuner, je t'apprendrai ta première technique. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis après, c'est quand on a 16 ans et qu'on apprend à faire un tour et qu'on travaille, parce que c'est des heures et des heures, à un moment, on se dit, mais c'est un truc de dingue, je reprends l'école dans 1 mois et demi, je vais faire rêver toutes les copines de la classe, tous les potes à l'école, et je me dis, c'est un truc de dingue de faire rêver les gens, et je me suis dit, je vais continuer. Donc j'ai continué, j'ai pris des cours avec un autre monsieur qui habitait également La Rochelle. Alors le premier était de passage, c'est vraiment lui qui m'a donné le déclic. Après, j'ai eu quelqu'un qui m'a formé sur La Rochelle, puis à l'époque, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas apprendre, les boutiques de magie n'existaient quasiment pas, ou quand il y en avait à l'époque, il devait en avoir 1 ou 2 sur Paris, mais quand on y allait, si vous ne montriez pas carte blanche, on ne vous vendait rien. C'était vraiment un milieu qui était très fermé. Et puis j'ai appris. Puis après, pour moi, c'est comme une drogue, c'est-à-dire que on en est dingue, quoi. Quand on a envie d'apprendre à faire disparaître une pièce, on a envie d'apprendre à faire disparaître un foulard, après on a envie d'apprendre à faire voilà, et puis c'est une drogue, et puis on continue, et puis après, on fait rêver les gens, et puis de faire rêver les gens, c'est magique. Et je le vois dans ma carrière, parce que ça fait plus de 30 ans maintenant que j'exerce professionnellement, et je peux avoir n'importe qui en face de moi, et j'ai eu des gens, que ce soit des chefs d'État, des stars planétaires, ou qui que ce soit, de n'importe quel milieu social que ce soit, des étrangers, des Chinois, des Américains, ou peu importe, on est tous des enfants face à ça, et on fait rêver les gens, et en 2 secondes, on débloque tout. On débloque tout. Ouais. Et alors, racontez-nous, à 16 ans, lorsque vous commencez à travailler, parce que vous dites, j'ai appris, c'est beaucoup de travail, vous vous dites, je vais en faire ma carrière, ça va être mon métier? Et puis, encore moins quand je dis à mes parents que je vais en faire mon métier, parce qu'à l'âge de 16 ans, déjà, je suis encore à l'école, je continue mes études à côté de ça, donc je prends des cours, et puis vers l'âge de 18-19 ans, j'ai le père de mon meilleur ami qui avait un restaurant sur le port de La Rochelle, et qui me dit, tiens, samedi prochain, j'ai un groupe, est-ce que tu peux venir les amuser pendant le dîner, parce que j'ai du monde ce soir-là, et qu'il va y avoir un petit peu de retard sur le service, est-ce que tu peux venir? Je dis ok, pas de problème. Et puis, puis je fais 1 soirée, 2 soirées, 3 soirées. Et puis après, tu rencontres des gens qui t'accompagnent tout au long de ta carrière. Et c'est des rencontres tout au long de ma carrière qui ont fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à la Gaîté Montparnasse. Et donc là, pendant 30 ans, vous êtes dans l'événementiel, dans le milieu sportif. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous participez au départ, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que je fais des restaurants, je fais des campings, je fais pour l'été, puisque c'était l'été et j'habitais La Rochelle. On fait des villages vacances, on se forge un personnage. Et puis après, c'est une rencontre totalement au hasard qui se fait à Bourg-en-Bresse dans fin des années 90, où je tombe chez un ami qui me dit je viens d'ouvrir un restaurant à Bourg-en-Bresse, si tu veux je t'invite à déjeuner. Je dis ok, j'y vais, et à la table à côté il a une dame qui me présente, qui s'appelle Marie Roussille, et qui est le bras droit à l'époque de Gilles Moreton, qui est qui est actuellement le président de la Fédération française de tennis, mais qui est à l'époque le patron de l'Asvel et le patron du tournoi de tennis de Lyon, et qui me dit je déteste la magie, mais faites-moi un tour. Ok, donc je lui fais un tour, et comme tout le monde, elle me dit vous êtes énervant, et elle me dit laissez-moi vos coordonnées. Et 3 semaines après, elle m'appelle, elle me dit écoutez, j'aimerais bien que vous veniez à Lyon. J'ai pas d'argent, mais j'aimerais bien que vous veniez. J'ai dit écoutez, je viens, on fait une soirée, je fais un test, et puis ça vous plaît, on en reparle l'année prochaine. Et puis à la fin de ce test, Gilles Moreton vient me prendre par le
par l'épaule et me dit écoute, tu as fait un carton, l'année prochaine, je te veux pas un soir, je te veux toute la semaine. Et comme dans le milieu du tennis, ce sont la plupart du temps que des anciens joueurs qui reprennent les tournois et qui deviennent les directeurs de tournois, forcément, quand je suis à Lyon, je vois tous les autres directeurs de tournois. Donc, pendant plus de 15 ans, j'ai animé quasiment tous les tournois français, tous les tournois ATP, que ce soit Lyon, Marseille, Coubertin, Montpellier, Metz, et ainsi de suite, Roland-Garros, Bercy. Et donc, je continue à faire Roland-Garros, je continue à faire Metz. En tant que magicien, vous avez le mentalisme, c'est arrivé en même temps que la magie? Non, le mentalisme est arrivé. Je vous dis, le mentalisme est arrivé aux alentours des années 2000, 2004, 2005. Il y a eu un boom. Ouais, il y a eu un boom à ce moment-là. Uh-huh. Donc, sur les tournois de tennis, j'interviens sur ce qu'on appelle, sur chaque tournoi, il y a des RP, des espaces de relations publiques où les partenaires invitent leurs clients sur les déjeuners ou les dîners en fonction si c'est un tournoi indoor. Si c'est un tournoi indoor comme Lyon, Marseille et les autres, il y a des déjeuners le midi, il y a des déjeuners le soir. Donc moi, on me demandait d'intervenir dans ces différentes loges pour distraire les différents partenaires. Et puis comme on rencontre systématiquement dans ce genre d'endroit les leaders, forcément ça fait boule de neige. Et c'est là où vous avez créé votre réseau, parce que vous avez un réseau de stars, vous avez des amis, c'est fou. Je ne vais pas raconter tout ce qu'on voit sur le spectacle. Et encore on a été obligé de couper parce que ça dure le défilé de personnalités qui me laissent des commentaires. Déjà c'est pas très vieux parce que je m'en suis préoccupé il y a 2 ou 3 ans, mais si j'avais fait depuis le départ, j'aurais 1 heure de commentaires. Ces célébrités sont devenues vos amis? C'est pas que c'est devenu mes amis, c'est à force de travailler dans tous ces endroits de relations publiques, ces endroits où potentiellement ils peuvent être invités. Alors il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas, il y en a qui détestent ça, il y en a qui aiment venir parce qu'ils ont des obligations. Mais là, vous avez quelques amis qui se sont engagés sur votre spectacle. Non, mais après, c'est encore une fois, c'est parce que j'ai travaillé dans tout cet univers-là qu'à force de les voir, et je suis pas quelqu'un qui... alors, j'aime pas parler de moi, mais je suis quelqu'un de très simple. C'est-à-dire que je veux pas, j'ai pas le boulard, je veux pas me prendre pour une star, je suis pas une star. J'essaye de faire de mon métier le mieux possible pour essayer de faire rêver les gens, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de divertissement, de rêver, de les emmener ailleurs que ce qu'ils entendent à longueur de journée à la télé. Donc non, oui, j'ai rencontré énormément de monde dans ma carrière, des gens que j'aurais jamais pu imaginer approcher. Et encore une fois, c'est quand j'arrive devant eux, et des anecdotes, j'en ai plein, c'est moi la star et c'est eux le spectateur. Donc le rôle est complètement inversé. Vous nous emportez. Ouais, et ils sont. Et puis ce que je veux surtout, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils passent un bon moment. Et c'est s'il y a autant de personnalités qui disent que je suis le plus grand ou le plus sympathique, c'est très gentil, mais encore une fois, je pense que c'est de la sincérité. Et je pense que vous pouvez demander à n'importe qui, et entre autres à Jean Dujardin, que j'apprécie énormément, allez lui demander de vous faire un petit commentaire pour vous dire ce qu'il pense. Je ne pense pas qu'il le fasse tous les jours. Donc, je le remercie. Alors, racontez-nous comment, après 30 ans d'événementiel, vous êtes aujourd'hui sur scène. C'est encore une rencontre. C'est une rencontre, encore une fois. Ma carrière a été faite de rencontres et qui ont fait que ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête parce que tous ces gens dont on vient de parler me disaient « Mais tu es un vrai personnage, il faut que tu montes sur scène. Comment ça se fait qu'on ne te voit pas ailleurs que dans les événements sur lesquels on est invité ?» Et je leur disais, c'est très simple, c'est que moi je fais de l'événementiel depuis 30 ans, on m'appelle tous les jours pour aller bosser, et quand tu as la chance de bosser tous les jours, tu ne te poses pas la question de te dire est-ce que je vais aller me faire un théâtre ou voilà. Et j'ai toujours dit, parce que j'ai rencontré plein de gens dans ma carrière qui ont essayé entre guillemets de me produire ou d'essayer de faire des choses avec moi, mais j'ai toujours dit que je voulais le faire avec des gens qui étaient sérieux et des gens avec qui j'avais envie de le faire, et je me dis que de toute façon, notre vie elle est tracée, donc si ça doit se faire, ça se fera, si ça se fait pas, c'est pas grave. Voilà, je bosse très bien et puis c'est un éternel recommencement dans ce métier parce que quand on commence à 16 ans ou à 18-19 ans et qu'on se dit je veux faire une carrière, vous savez comme tous qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans minimum. Donc voilà, une carrière, ça ne se fait pas sur de la télé ou quoi que ce soit, même si on en a besoin. C'est juste qu'il faut penser à être au top tous les jours et le plus longtemps possible parce qu'une carrière, elle s'arrête. Voilà,
C'est un éternel recommencement. Donc oui, c'est une rencontre avec 2 personnes il y a un an à Chamonix, où j'ai été invité sur une soirée pour la fondation Grégory Le Marchal. Et à la fin de la soirée, il est 1h du matin, on a fini le gala, je pars de la salle, il reste 3 personnes dans la salle, et il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit « T'as un producteur ?» Je lui dis non. Il me dit « Comment ça se fait que t'as pas de producteur ?» Donc je lui explique, et il me dit « Mais c'est un truc de dingue », il me dit je vois beaucoup de magiciens, et c'est un agent, donc il achète des spectacles qu'il vend dans sa région, et il me dit de tous ceux que je vois, t'as ta place pour faire quelque chose. Je lui dis ok, pas de problème. Je lui dis on se revoit. Il me dit ok. On s'est revu une semaine après. Il m'a présenté un autre monsieur qui s'appelle Nicolas Ferru, qui est également mon producteur, et on s'est dit allez, on y va banco. Donc ça, c'était au mois de mai-juin. Super rapide. Ouais, au mois d'octobre, on a fait 3 dates test en province, donc une à Lyon. Donc là, vous avez imaginé votre spectacle. Alors mon spectacle, j'ai un ami qui m'a fait la remarque, qui était comme vous à la première du 3 avril. C'est ma vie. Le spectacle, c'est ma vie, c'est-à-dire que ce spectacle, il existe depuis toujours. Alors bien évidemment, il a énormément évolué ces derniers temps, mais ça raconte un peu ma vie. C'est-à-dire que Roland Garros, ça raconte ma vie parce que j'y suis présent depuis 26 ans. Puis Tour de France. Le Tour de France, c'est ma vie parce que ça fait 23 ans que j'interviens. On a enlevé des numéros parce que sinon je faisais 3 heures, et j'avais un numéro sur le Paris Saint-Germain, mais parce que j'interviens depuis 28 ans dans les loges du Paris Saint-Germain. Donc pareil, c'est ma vie. Le voyage en Californie, c'est ma vie parce que j'y passe du temps. Voilà, et puis les stars parce que c'est mon quotidien. Et mon quotidien, entre guillemets, j'ai la chance d'en connaître beaucoup. Alors parlons de ce spectacle qui, moi, m'a vraiment, et toute mon équipe, on était sidérés, bluffés, agacés. Ça énerve, dit Jean Dujardin. Déjà, la production, elle est fabuleuse. Les écrans, il y a tout un show. C'est un show. Ouais, pour moi, c'est avant un show. C'est un show à l'américaine. C'est pas un spectacle de magie. C'est vraiment un show où j'utilise la magie. C'est du stand-up magique, mais vraiment... qui est vraiment réservé aux invités. L'interaction avec le public est corrosive. Pendant tout le spectacle, je me disais, mais comment il fait-il ? Non, mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'il a choisi les gens ? Se souvenir des noms ? Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que non, c'est pas possible ? Mais comment fait-il ? Etc. Donc, en 2 mots, présentez-moi votre spectacle. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on y trouve de la magie, 2 du mentalisme, même si je mets tout ça dans le même panier. De la vidéo, parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin de la vidéo dans les spectacles parce que ça évolue et qu'il faut mettre de la vidéo. Très peu d'accessoires parce que j'en ai pas forcément besoin, ou moins très peu de choses. Une petite sacoche, 2-3 tableaux, et puis surtout un public qui répond, parce que c'est ce que je dis depuis toujours, c'est que si je suis là, c'est grâce au public, c'est grâce aux rencontres, c'est grâce à mon travail, mais ce que je veux surtout et ce que je mets en avant à 200% dans ce spectacle, c'est que je veux qu'à la fin, les gens sortent, se disent on a passé un bon moment, on a rigolé. Le côté corrosif, c'est pour avoir de la réaction. Parce que si j'arrive sur scène et que je vous dis bonjour, je m'appelle Larsen, je vais vous faire des tours de magie, au bout de 2 secondes, les gens ne vous écoutent pas. Première chose, quand on vous découvre, moi, ce qui m'a sidéré, c'est déjà la dextérité. Comment vous manipulez ces cartes. D'ailleurs, ça commence comme ça, avec des coups de rapidité. Beaucoup d'humour, il y a vraiment beaucoup d'humour. J'ai lu quelque part que vous étiez timide. Alors ça, comment fait-il pour être timide ? Parce que vous avez un répondant. Et comment ? Alors, à un moment, je me suis dit, c'est truqué. C'est pas possible, c'est truqué. Parce qu'en fait, il y a une vraie interaction avec le public qui monte sur scène. Vous allez les chercher, vous demandez, machin. Vous les choisissez au hasard, des grands, des petits, des vieilles, des belles, des moches, des beaux. Et je me dis, mais il y a une notion risque. À tout moment, je me dis, putain, ça va péter. Alors, racontez-moi, comment vous choisissez les gens ? C'est un ensemble, c'est-à-dire que c'est un ensemble. Alors, déjà, premièrement, j'ai aucun complice dans la salle. Ça, comme je le dis, sur la tête de mes enfants, je n'ai aucun complice dans la salle. Okay. C'est une expérience de 32 ans. D'abord, quand vous rentrez sur scène, il faut marquer les esprits. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en off, c'est que la présentation, ce que vous dégagez. Si vous arrivez, que vous êtes entre guillemets un peu négligé et que vous commencez à casser les gens, ça va pas passer. Si vous arrivez, que vous êtes en costume cravate et que vous commencez à être un peu corrosif, pourquoi je suis corrosif ? Parce que je me suis rendu compte, mais tous les jours et depuis des années, que quand vous arrivez quelque part, vous avez 2 secondes pour prendre l'attention des gens. Donc si vous marquez pas les esprits d'entrée, c'est mort. Les gens vous suivent pas, vous écoutent pas.
Et donc, on a besoin d'être... Alors, j'ai de la chance, c'est que je le maîtrise pas trop mal. J'essaye toujours d'être dans l'empathie. Alors, et beaucoup de bienveillance. Et énormément de bienveillance. Et je ferai une remarque par rapport à ça, justement, tout à l'heure. C'est que moi, j'ai besoin du public pour faire mon spectacle. C'est le public qui fait le spectacle. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple, et j'en remercie... Claude Lelouch parce que c'est lui qui m'a dit ça. Moi, j'ai entendu cette conversation un jour lors d'un tournage d'un film sur lequel il m'avait convié, qui était Roman de Gare. Claude, il dit toujours, c'est un réalisateur, il connaît son film par cœur, à lui de choisir des bons acteurs pour faire un bon film. Moi, c'est exactement la même chose. J'ai un public devant moi, à moi de choisir des bons acteurs pour faire un excellent tour, parce que je sais exactement où je veux emmener les gens. Je sais exactement ce que je suis capable de faire et ce que les gens peuvent faire pour emmener le public avec moi. Et donc, à moi de choisir des bons acteurs pour faire un bon spectacle. J'ai aussi la chance. Je dis souvent que j'ai de la chance parce que oui, il n'y a pas de hasard. Je sens les gens et quand je demande à quelqu'un de venir, c'est très, très rare que je me trompe. Donc, vous êtes extrêmement intuitif. Ouais. Pendant cette interview, vous avez dit... Tout est tracé, il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous êtes un homme, parce qu'il y a une part de mystère chez vous, on se dit, mais est-ce que le magicien, est-ce qu'il a vraiment un don, etc. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait, par exemple, pour votre travail, une hygiène de vie particulière ? Est-ce que vous avez des exigences pour pouvoir réussir votre métier ? Alors, une hygiène de vie, automatiquement, on est obligé d'en avoir une. Moi, je fais à peu près 100 000 km par an. Je fais en moyenne entre 200 et 250 galas par an. Je voyage énormément à travers le monde. Beaucoup de gens, mais énormément de gens que je rencontre ou qui me connaissent bien, me disent « Mais comment tu fais ? Tu roules 10 heures par jour, tu fais des galas, tu as 8 heures de décalage. » Non, alors une hygiène de vie, parce que j'essaye, parce que quand tu fais ce métier, que tu n'es pas invité, mais que tu manges midi et soir au restaurant, parce que tu es en gala, tu es en déplacement et ainsi de suite, c'est pas toujours facile. Donc j'essaye d'avoir un peu une hygiène de vie de ce côté-là. Je bois pas, je fume pas. Donc ouais, ça aide beaucoup. Puis je pense qu'avant tout, il y a la passion du métier, puis l'amour des gens. Parce que tu peux pas faire ce métier si tu n'aimes pas les gens. Ouais. Et tu as envie de les emporter dans une histoire. Moi, c'est ce que je fais depuis une semaine, c'est ce que je raconte, c'est que moi, c'est les gens qui me font vivre. Et ils me font vivre depuis 30 ans. Donc je prends un immense plaisir à monter sur scène et à donner du plaisir aux gens parce que j'estime que je fais tous les métiers sont beaux, mais c'est comme le Père Noël, on a envie, on a envie d'y croire. Et c'est très marrant ce que vous dites parce que j'ai envie de vous poser des questions et en fait, j'ai pas vraiment envie parce que j'ai envie de garder cette idée de mystère. Est-ce que moi, j'ai été bluffée à un moment. Vous avez deviné un pays auquel pensait une fille. J'avais envie de vous poser la question, mais je ne vais pas vous la poser parce que je n'ai pas envie de savoir. Mais en tout cas, la question c'est, est-ce que tout le monde peut devenir mentaliste et magicien ? À partir du moment où il a la passion et l'envie d'apprendre, oui, il peut y arriver. C'est donné à tout le monde. Ouais, pour moi, c'est comme un sportif. C'est comme un sportif. On parlait de Fabrice Santoro tout à l'heure, parce que c'est un ami en commun. Fabrice, un jour, il s'est levé, il s'est dit, tiens, j'ai envie de jouer au tennis. Il ne savait pas qu'il allait devenir numéro 1 mondial en double. Donc c'est la force de l'intention. Ouais, je pense qu'à partir du moment où on en a envie, alors après, on peut beaucoup travailler et pas rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui fait qu'on en fait une belle carrière, mais à partir du moment où on en a envie, on est capable, ouais, ça c'est sûr. Vous êtes plutôt spirituel ou cartésien ? Je suis plutôt les deux. Ça dépend sur quoi. C'est bien une réponse de magicien. Non, ça dépend sur quoi. Il y a des choses auxquelles je crois et je suis intimement convaincu que ça existe, et puis il y a des choses auxquelles je ne crois pas du tout. Et je veux pas mentir aux gens, je veux surtout pas faire croire que j'ai des pouvoirs ou des capacités qui n'existent pas. C'est la question, on se dit, mais il a un don mystique et mystérieux, ça énerve, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Comment fait-il ? On ne le saura pas, mais est-ce qu'il y existe une formation pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont passionnés de magie ? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une formation pour tous ceux qui veulent devenir magiciens ou mentalistes ? Comment faut-il faire ? Alors, comment faut-il faire ? Alors, ça dépend à quel âge on commence. Quand on est adolescent, aujourd'hui, il y a sur Internet, sur les sites, il y a énormément de sites Internet sur lesquels on peut apprendre des tours sans avoir quelqu'un en face de soi, ce qui n'était pas le cas à mon époque.
Après, vous pouvez toujours acheter des DVD. Alors maintenant, c'est plus moins des DVD. C'était plus ma génération. Moi, c'était les cassettes vidéo. Après, ça a été les DVD. Mais vous pouvez toujours acheter des DVD et avoir des explications de tours et commencer à travailler chez vous. Il y a des livres qui ont été écrits par des grands magiciens qui sont à la vente et à disposition, soit dans les magasins de magie ou soit sur Internet. Et puis après, vous travaillez chez vous au quotidien, tous les jours. Alors, de ce que je sais, je crois qu'il y a un magicien qui a créé un diplôme juste avant le Covid, 2 ans avant le Covid, qui est 2 ou 3 ans après le bac, où il fait une formation magicien. Après, je ne pense pas qu'on ait besoin de passer de diplôme pour devenir magicien. Je pense qu'avant tout, c'est un métier d'artiste et on a cette âme ou on ne l'a pas, mais je pense que c'est sur le terrain que ça se juge. C'est pas parce que vous avez un diplôme. Et la profession est devenue très, très glamour. Est-ce que je me trompe? Mais ça a été... moi, le premier souvenir de magicien que j'ai, c'est Copperfield. David Copperfield. C'est lui? C'est David Copperfield, ça a été en tout cas le plus médiatisé au monde à l'époque, avec Siegfried and Roy, qui étaient 2 magiciens qui étaient à Las Vegas, qui sont des Allemands à la base et qui sont partis aux États-Unis. On leur a proposé de monter un show dans un des plus bels hôtels de Vegas à l'époque, qui s'appelait le Mirage. Oui, le Mirage. Le Mirage, oui. Et donc, voilà, ils ont fait un show. Ils faisaient 2 représentations par jour, 5 ou 6 fois par semaine, pendant 25 ou 30 ans. Ouais. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'hypnose. Le mentalisme, la magie et l'hypnose, ça n'a rien à voir ou il y a quelque chose en commun? Non, c'est pas des professions, c'est des disciplines différentes. C'est des disciplines différentes. Un hypnotiseur ne fait... Alors, un hypnotiseur, je ne veux pas dire qu'il ne peut pas faire de la magie ou un magicien ne peut pas faire d'hypnose. On peut tout faire. Mais moi, je fais que de la magie parce qu'il n'y a que la magie qui me... C'est pas que l'hypnose ne m'intéresse pas, c'est que je travaille suffisamment en faisant de la magie que je n'ai pas besoin d'aller... voilà, Mais après, l'hypnose, c'est quelque chose qui se travaille. Ça existe, on s'en sert médicalement pour opérer des gens, pour faire arrêter de fumer des gens et ainsi de suite. Après, voilà. Vous êtes maître en manipulation quand on vous voit avec votre jeu de cartes. Moi, ça m'a vraiment sidéré. On a l'impression que ces cartes, elles sont la continuité de votre bras, qu'elles vous accompagnent au quotidien. Est-ce que c'est le cas? Je vous vois avec un paquet ouvert, là, paquet à côté de vous. C'est mon quotidien, c'est-à-dire que ça fait quand même 36 ans que tous les jours, j'ai un jeu de cartes entre les mains et j'en ai toujours besoin parce que c'est un manque. Quand j'en ai pas, ça me manque. J'ai aussi besoin de faire mes gammes un peu tous les jours parce que je vais travailler ce soir, donc j'ai besoin un peu de m'échauffer. Comme un sportif. Comme un sportif, j'ai besoin de m'échauffer un petit peu avant. Et puis, comme tout sportif, il y a des jours où on se lève le matin, tout va être fluide, tout va être top, tout va être extraordinaire. Et puis il y a des fois, on va se lever. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas top parce que les gens verront rien. Mais moi, au fond de moi-même, je vais me dire, non, là aujourd'hui, t'es pas au top. Mais les gens ne verront pas la différence. Après, j'ai la capacité, et c'est souvent ce que les gens me disent quand ils me rencontrent et quand ils ont rencontré d'autres magiciens, c'est que je vais extrêmement vite. Mais je vais extrêmement vite parce que j'ai cette chance-là de pouvoir aller très vite au niveau de la manipulation. Mais c'est parce que aussi je travaille presque pas tous les jours, mais presque tous les jours. Ce qui fait que j'ai acquis cette dextérité et surtout cette rapidité qui me différencie de mes confrères. Est-ce que vous avez le trac avant de monter sur scène ? Alors, dire jamais, ça serait faux. J'ai pas le trac. Moi, alors, on parlait de la timidité tout à l'heure. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, on me demandait d'aller au tableau. Il fallait que je me glisse sous la table. Non, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Monter sur scène au départ était un enfer pour moi parce que de me mettre devant le public, c'était pas facile. Mais c'est ce que j'ai appris. Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Rien. Vous emmenez les gens chez vous. Donc, et on a tous peur au final. On a toujours tous peur. Alors, en parlant de mercredi, du 3 avril, ce qui se passe, c'est que j'aime aller à la rencontre des gens avant le spectacle. Là, c'était pas possible. Le 3 avril, c'était la première. C'était la première. Nous étions tous là. Ouais, et puis en plus, on sait qu'il y a les gens de la presse. Stéphane Plaza, Fabrice Santoro, tout le monde s'était déplacé. Il y a les médias, il y a mes amis
du spectacle qui ont répondu favorablement et qui étaient disponibles, parce qu'il y en a plein qui m'ont répondu qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient en tournage ou qui allaient venir bien. Voilà, parce qu'il y en a plein qui m'ont répondu et je les attends d'ailleurs au mois de mai. Mais en plus, il y a beaucoup d'amis, de la famille, des gens qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière, qui veulent venir me voir et qui étaient présents. Donc, c'était pas facile pour moi même si voilà, j'avais pas, c'était vraiment une grande première pour moi, même si j'ai l'habitude de faire ça tous les jours. Donc, je voulais pas décevoir. Donc, je me suis un peu isolé parce que je voulais pas me mettre de pression. J'en ai eu un tout petit peu en début d'après-midi. Je me suis dit, ça y est, c'est dans 4 heures, je vais monter sur scène et ainsi de suite. Mais ça n'a pas duré longtemps. On est venu me chercher dans ma loge et on m'a emmené derrière l'endroit où il fallait que j'aille pour faire mon entrée sans tout dévoiler, puisque pour ceux qui vont venir me voir verront par quel endroit j'arrive. Et à ce moment-là, quand la vidéo est partie, j'ai entendu les gens rire. Et je me suis dit, c'est gagné. Les gens ont rigolé et dans la première minute du spectacle. Et ça m'a donné confiance et je me suis dit, allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive ? Tu les emmènes chez toi. Et puis, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu aucune... Non, je voulais j'avais pas de pression, j'avais pas de trac. J'avais juste une appréhension de me dire, est-ce que ça va être comme d'habitude ? Et est-ce que je vais arriver surtout, et on en revient au départ, c'est d'avoir les bonnes personnes pour faire un bon show. Ouais. Et là, je crois que je suis tombé sur les meilleurs. 30 ans de vie de magicien et de mentalisme. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dit je peux pas en vivre, je laisse tomber, c'est n'importe quoi, c'est pas un métier ? Non, je me suis jamais posé cette question-là parce que ça a été depuis 30 ans. Ça a été fait que de rencontres qui m'ont permis d'évoluer dans ce métier et de continuer à faire d'autres rencontres qui ont continué à me faire évoluer. Non, c'est à aucun moment je me suis dit tiens, là, je vais peut-être faire autre chose. On a eu un petit moment de doute pendant le Covid parce que ça ne nous était jamais arrivé. Parce que quand vous partez 200 jours par an ou 250 jours par an de chez vous, tout s'arrête. Et que tout s'arrête du jour au lendemain et qu'on vit des choses qu'on n'a jamais vécues depuis 30 ans, là, on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Et puis non, les gens... alors, le monde a changé, c'est vrai que ça a un petit peu changé, mais les clients ont été là au retour. Il y a toujours autant d'événements en France. Alors, il y a des choses qui ont changé, mais non. Vous aimez les gens, parce que pour les inviter comme ça sur scène et avoir confiance en eux, je me dis, vous aimez les gens. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une catastrophe, d'avoir mal choisi quelqu'un ? Oui, ça peut arriver, mais c'est ce que je dis souvent quand je prends des gens au hasard, c'est très très rare. C'est très très rare que je me trompe. Je peux me tromper, mais si je me trompe, je le sais tout de suite. Dès la première interactivité, je sais qu'il ne va pas être dans le moule, donc je le raccompagne gentiment à sa place et je prends quelqu'un d'autre. J'insiste pas et puis il n'y a rien de plus désagréable de forcer quelqu'un à rester sur scène s'il n'en a pas envie. Et donc, non, je choisis jamais au hasard. Et la plupart du temps, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec un de vos collaborateurs, c'est ce soir-là, il y a eu des petits bugs parce que c'est une première, voilà, il y a des choses à régler. Qu'on n'a absolument pas vues. Non, que personne n'a vu. Mais des bugs avec les gens, justement. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que moi, je fais confiance à 99% aux gens. Okay. Parce que c'est les gens qui font le spectacle, c'est pas moi. Vous avez pu le voir, j'ai pas d'accessoires, c'est les gens qui font le spectacle. C'est votre accessoire, quand vous coupez le journal, je ne sais pas, c'est de la magie, c'est vrai, c'est pas... C'est un truc, ce numéro, il m'a vraiment sidéré. Ouais. Vraiment sidéré. Mais pas que celui-ci. Non, mais c'est quand je dis d'accessoires, c'est que à part un jeu de cartes, un journal que je sors à un moment et mon bloc-notes pour écrire les réponses des gens, mes tableaux, le coffre, j'utilise le tableau avec le... Est-ce qu'on peut le dire ? Non, on va pas dire. Faut pas dire. Allez-y, c'est tout. Voilà. Mais non, c'est les gens qui font le spectacle. Donc s'il y a une erreur, allez, à 99%, elle vient pas de moi, elle vient d'eux. D'accord. Mais je l'assume parce que justement, je donne confiance aux gens. À moi de les emmener là où j'ai envie qu'ils aillent. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai lu quelque part que vous étiez timide, que vous n'aimiez pas beaucoup être dans la lumière, et vous êtes plus que dans la lumière. Ouais. Si demain on vous proposait de jouer au cinéma, est-ce que... Concernant la lumière, je vais vous donner un petit exemple et je reviendrai à la suite de votre question, c'est que à la fin du spectacle, qui est la star ? Qui à la fin du spectacle est sur scène, tout seul, où je suis en retrait,
et que je fais applaudir. Le AD, c'était ce AD. garçon AD. Ouais, Voilà, qui fait tout le ouais, spectacle vous avec avez moi. vu. C'est ce que je dis. Celui qui fait le spectacle, alors il y a lui et les autres, mais c'est lui parce que pendant tout le spectacle, il revient et Il ainsi était de suite. superbe, Il ce était garçon. extraordinaire. Mais chaque personne que je prends dans mon spectacle, sur lequel j'insiste un peu plus que les autres, c'est lui la star. C'est lui qui fait le show. Et lui, il a été encore plus fort que les autres parce qu'il a été exceptionnel Il surtout. était exceptionnel et je me dis, mais quelle intuition vous avez eue parce que je ne l'aurais jamais choisi. Mais Grand gaillard comme ça. On sent les gens. Et en fait, il était super frais. Et à la fin, ce que je veux, parce qu'on me dit souvent, oui, t'es corrosif mais bienveillant. Moi, ce que je veux, c'est que à la fin, celui qui a fait le show, c'est pas moi, c'est le public, c'est lui que je mets en avant. Parce que lui, il a pris pendant toute la soirée, pendant 1h15 de show, il est monté 5 fois sur scène. Je le pique un peu pour avoir des réactions et ainsi de suite. C'est lui le spectateur. Moi, ça fait 30 ans qu'on m'applaudit. C'est pas que je suis pas content d'être applaudi. Ouais. Bien évidemment, je suis dans la lumière. Et si je suis là, encore une fois, il n'y a pas de hasard non plus. Mais c'est vraiment le spectateur que je veux mettre en avant. C'est lui qui fait le spectacle. Encore une fois, si je suis sur scène aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces rencontres et tous ces gens que j'ai rencontrés dans ma carrière. Et grâce à votre talent qui reste assez exceptionnel et rare. C'est pour ça que vous êtes tout de même un artiste. Est-ce que vous avez déjà été approché par le cinéma ? Vous pensez que vous pourriez être... Non, alors Claude Lelouch, petite anecdote avec Claude Lelouch, c'est que pareil, Claude, je le vois à de nombreuses reprises sur des dîners de gala ou d'événements sur lesquels il était invité et systématiquement, il me demandait ma carte de visite. Et il me dit, j'ai un projet, t'as une tête à faire du cinéma. Bon, ok, moi j'ai jamais fait d'école de cinéma, je voulais juste être magicien et c'est pour ça que je me contente à faire que ça parce que c'est mon métier à la base. Maintenant, on me propose un rôle. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on peut refuser. Mais quand Claude Lelouch vous dit j'ai un rôle à te donner, tu le refuses pas, même si c'est un petit rôle. Et donc, chaque fois qu'il me voyait, il me demandait ma carte de visite. Et à un jour, il me dit tiens, tu peux me donner ta carte de visite, j'ai un truc à te proposer. Et dans ma tête, je me dis tu sais quoi, Claude, je dis la prochaine fois, arrête de me demander ma carte, appelle-moi seulement le jour où. Ouais. Et puis ce jour-là, il est venu, il m'a appelé en 2006. Juin 2006, il me dit voilà, je suis en train de préparer mon prochain film avec Audrey Dana, Dominique Pinon et Fanny Ardant, et qui est un film qui s'appelle Roman de gare. Et il me dit j'aimerais beaucoup que tu interviennes dans ce film parce que dans l'histoire il y a quelqu'un qui fait des tours de magie. Je dis ok, pas de problème. Et puis j'ai fait mes premiers pas au cinéma en septembre 2006 et on a tourné ce film et Ouais. Après, c'est une expérience extraordinaire parce que tourner avec Claude, pour moi, c'était exceptionnel. Et encore une fois, Claude est quelqu'un de très attachant et qui a eu l'amitié de venir à ma première et qui m'a beaucoup touché parce que encore une fois, même s'ils me connaissent tous, je suis absolument pas connu du grand public, même si je suis le plus connu de l'événementiel, ou un de ceux des plus connus de l'événementiel et de ceux que beaucoup de ces gens-là rencontrent dans leurs soirées et ainsi de suite. Qu'il ait l'amabilité et la gentillesse aujourd'hui de se déplacer pour ma première, oui, ça m'a beaucoup touché. Ouais. Vous parlez toujours avec beaucoup d'humilité. Moi, je suis persuadée que lorsqu'on a votre talent, on ne fait qu'attirer toutes ces personnes et que d'une façon très modeste, c'est très surprenant ce que vous offrez, c'est très différent ce que vous proposez sur scène. D'après vous, votre succès repose sur quoi ? Le succès... Moi, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose de très grand. Mais je suis convaincu parce que je rencontre les gens au quotidien depuis 30 ans, encore une fois, et que, encore une fois, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret sur la longévité. C'est-à-dire que si les gens font appel à moi pour animer leurs soirées, leurs événements et ainsi de suite, c'est le public qui décide. C'est pas les magiciens, c'est pas les concurrents. C'est pas la concurrence. C'est un métier un peu particulier. Ce métier dans le milieu de la magie, c'est un peu particulier. Donc, il y a pas de particulier dans quel sens ? C'est compliqué parce que c'est des métiers où on fait rêver les gens et forcément on a envie d'être tout seul. On n'a pas envie d'être Donc, ça partage pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui a donné la chance à beaucoup de gens ou qui a fait travailler, parce que j'avais encore une fois la possibilité de faire travailler des confrères et plutôt de garder ça pour moi et de dire à mes clients non, je suis pas disponible, j'ai envoyé mes confrères. Mais ça veut pas dire qu'ils le font pas, mais en tout cas à mon égard ils l'ont jamais fait. Mais peu importe, c'est ce que je ressens chez vous, c'est que vous aimez les gens
Et ça se ressent sur votre Ouais, spectacle. et puis encore une fois, y a Mais pas. alors, Moi, je dis qu'il n'y a pas de vous hasard. répondez pas. Non, mais je dis il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si on parle de toutes ces personnalités et on se connaît pas depuis très longtemps, donc si je commence à vous raconter tout ce que j'ai fait pour les uns et pour les autres, s'ils me font confiance à moi d'aller animer leur soirée privée, que ça soit le mariage de Tony Parker et d'Eva Longoria, que ça soit chez Johnny Hallyday, que ça soit chez Jean, puisque Jean a eu la gentillesse de m'inviter pour son 50e anniversaire. Comme ce qui va se passer dans les mois à venir, puisque j'ai différentes soirées qui sont prévues et dont je ne peux pas parler, plus toutes celles que j'ai fait depuis autant de temps. Et s'ils sont là, s'ils ont autant de sympathie envers moi, s'ils se déplacent le soir de ma première, il n'y a pas de secret. C'est que je pense que j'aime pas parler de moi, hein, j'aime pas me mettre en avant et je suis quelqu'un d'extrêmement... C'est grâce à votre talent. Ouais, c'est grâce à ma simplicité, je pense. Talent, oui, certes. S'il le dit, c'est que... Et à l'originalité de ce que vous proposez qui est bluffant. Ouais. Réellement bluffant. Ouais. Vous êtes au théâtre de la Gaîté Montparnasse tous les soirs jusqu'au 28 mai. Tout simplement parce qu'à partir du 28 mai, j'attaque Roland Garros, donc on ne pouvait pas prolonger. Donc j'ai des obligations avec la marque Lacoste qui m'accompagne depuis. Vous êtes habillé tout en Lacoste, vous êtes un homme très fidèle, vous en avez parlé sur scène et notamment du Ouais, parce que ça fait 26 ou 26, 27 ans que cette marque m'accompagne de par leurs événements et puis voilà, donc c'était la moindre des choses de leur rendre hommage dans ce spectacle. Je connais très bien cette marque et notamment Pascal Collet que vous connaissez. Je connais très bien, Pascal. Alors Pascal, un grand ami qu'on embrasse. Je suis ravie de vous avoir reçu, Larsen. Merci à vous. C'était la première fois que je rencontrais un magicien. Oui, ça s'est bien passé. Je vous ai même pas fait disparaître. Ouais, j'avais très peur. Par contre, je sais à quoi vous pensez, mais je peux pas en parler à l'antenne. C'est ça le truc. Merci d'être là, d'être venu nous voir. Merci et on se retrouve à la Gaîté Montparnasse. Merci Larsen. Merci. À bientôt. À bientôt.